Par cette capsule-ci, on va commencer le deuxième module qui va porter sur les ondes mécaniques et lumineuses. Une onde, on la décrira comme étant une déformation de quelque chose qui se propage dans l'espace et dans le temps. Cette déformation-là, on va le voir pour les ondes, ça va être un milieu qui se déforme et qui tend à revenir à sa position d'équilibre. D'où l'idée de commencer au chapitre 1 avec l'introduction d'un mouvement relativement plus simple qui va se passer à un endroit précis plutôt que de se déployer dans l'espace. Ça va être ce qu'on va appeler le mouvement harmonique simple. Mouvement, mouvement, quelque chose va bouger. Harmonique, pour ceux qui connaissent la musique, ben, ça veut dire à une fréquence pure. Donc un mouvement qui va se répéter toujours à la même fréquence. Le mot simple pour nous voudra dire qu'on n'ajoutera pas de complexité, on va toujours être à une fréquence simple et en plus, on va négliger la plupart du temps toute perte d'énergie, donc tout amortissement du signal. Si on regarde sur cette diapo qui va déjà introduire le grand point, on va faire une analogie constamment entre un mouvement d'oscillation et la position d'un point ou de la pointe d'un vecteur sur le cercle trigonométrique. Alors, la représentation de quelque chose qui oscille, comme on va voir, je vais vous montrer une petite animation, la représentation va être donnée comme une fonction trigonométrique. Votre auteur utilise le cosinus, d'autres auteurs utilisent le sinus. L'important, c'est d'avoir une fonction trigonométrique. Alors, je vais aller vous montrer une petite animation qui va vous permettre de voir un peu d'où vient cette analogie entre le mouvement harmonique simple, MHS, et le cercle trigonométrique. Pardon. Alors, dans cette animation-ci, quand je vais la lancer, vous allez voir la bille qui est suspendue au ressort, vous allez la voir osciller donc à la verticale. Et pendant ce temps-là, la bille qui est rajoutée à une tige, qui est accrochée à une tige, va tourner sur un cercle et vous allez remarquer que la position verticale des deux billes est toujours égale. Et pendant que ça se fait, vous allez voir cette position verticale-là être projetée sur le graphique de droite en fonction du temps. Alors allons-y. Regardez les positions verticales des deux billes et en même temps la fonction trigonométrique être tracée. Donc la position verticale de la bille en fonction du temps sera représentée par une fonction sinusoïdale ou cosinusoïdale. Pour nous, ça va être le cosinus. Je recommence parce que c'est trop beau et vous suivez bien ce qui se passe, les positions verticales des deux billes et la position sur le cercle trigonométrique. On va revenir à nos diapos et on va voir les descriptions importantes. Il va falloir s'habituer à utiliser cette fonction-ci dont je vais décrire les paramètres au fur et à mesure qu'on va avancer dans nos diapos. Juste rapidement pour montrer que beaucoup de choses, une masse qui oscille à la verticale, ça serait une expérience qu'on aurait pu faire au laboratoire, mais que nous ne ferons pas. C'est représenté par une fonction sinusoïdale. Même le mouvement d'un satellite autour d'une planète, quand on le regarde sur la tranche, on verrait le satellite passer d'un côté, revenir, passer, revenir. Ça serait là aussi une fonction sinusoïdale. Les paramètres importants, et ici, nous, on va considérer soit une seule fréquence, mais on pourrait avoir un mouvement qui ne serait plus un mouvement simple et qui contiendrait plusieurs fréquences. Or, les points importants que nous allons avoir à considérer sont les suivants. La position du mouvement, de l'objet, va toujours être représentée par un cosinus, mais on va voir tout de suite après que la vitesse, donc la dérivée du cosinus, fait intervenir le sinus,
va faire intervenir le sinus et là, on va avoir une difficulté à résoudre constamment. C'est que si je vous donne une position, ça va faire intervenir un cosinus. Or, on sait que le cosinus peut être le même à deux positions. Le cosinus ici, ou son symétrique de l'autre côté, c'est la même valeur, mais ce n'est pas le même temps du mouvement. Si on regarde pour le sinus qui aura un rapport avec la vitesse, ben, le sinus ici, ou son symétrique de l'autre côté, c'est la même valeur, tous les deux sont positifs, et tous les deux ont la même valeur, mais ce n'est pas au même moment du mouvement. Par exemple, on peut avoir le sinus qui représente une vitesse positive vers le haut pendant qu'on est dans le cycle de montée. La bille redescend. Et ici, on a de nouveau une vitesse positive, mais là, on est à la fin du cycle. Au début, on était au début du cycle, vitesse positive, vitesse négative, négative, vitesse positive. Donc, il y aura deux valeurs possibles pour le sinus. Ce sera pareil pour le cosinus. La position aura deux valeurs possibles dans le cycle et il va falloir trouver un moyen de faire ce qu'on appelle lever l'ambiguïté. Ce qu'on a dit pour le cosinus, on le montre ici. Le cosinus ici est le même que là. Par contre, le cosinus ici, sa grandeur est multipliée par -1 à cet endroit ici. Alors, comment allons-nous nous sortir de cette difficulté pour lever l'ambiguïté des deux positions du cosinus ou des deux positions du sinus ou des deux positions de la tangente? Ben, on va avoir recours à deux équations. Bon, il y a deux possibilités, donc deux équations vont lever l'ambiguïté. Si on a une équation qui fait intervenir la position, donc le cosinus, et une équation qui fait intervenir la vitesse, donc le sinus, on va être capable de résoudre. Comment? Ben, par le fait que, par exemple, ici, les cosinus sont toujours positifs à droite, que ce soit dans ce cadran ici ou dans celui-ci. Les cosinus sont positifs à droite, mais ils sont négatifs à gauche. Les sinus, eux, sont toujours positifs en haut, donc dans le cadran 1 et le cadran 2, mais ils sont toujours négatifs dans le cadran 3 et le cadran 4. Donc, en connaissant à la fois un cosinus et un sinus, on pourra résoudre. Imaginez qu'on a une position positive, cosinus positif, ça pourrait être ces deux-là, mais on a en même temps une vitesse positive. Donc, le sinus doit être positif, ce qui nous amènerait à sélectionner, à choisir ce cadran-ci où à la fois le cosinus et le sinus sont positifs. Dans la prochaine capsule, on va regarder des exemples pour apprendre à calculer ça correctement. Pour le moment, je voudrais introduire les paramètres importants de l'équation du mouvement harmonique simple. Si on revient à cette équation-ci, les paramètres importants seront xm, qu'on va appeler l'amplitude, W ou oméga, qu'on va appeler la fréquence, dont on a dit qu'on prend la fréquence angulaire, pardon, en radians par seconde, et phi, qui est la constante de phase. L'argument du cosinus, l'argument est en radians, et il nous dit à quelle partie de son cycle le cosinus en est rendu. Alors, il faut imaginer ce vecteur-ci tournant en fonction du temps. Le temps t avance et le vecteur tourne. La phase, ce qu'on appelle la phase du mouvement harmonique simple, c'est l'argument du cosinus ou du sinus. Et cette phase-là varie dans le temps en raison de la fréquence angulaire. Mais lorsque le temps t est égal à 0, la constante de phase phi n'est pas obligatoirement 0. Le temps t, c'est le temps auquel on commence à regarder le MHS et il peut commencer à n'importe quelle partie de son cycle. Donc, allons retrouver ces différents paramètres-là. Or, l'amplitude ou xm, c'est la distance maximale par laquelle l'objet s'éloigne par rapport à sa position d'équilibre. Alors, la masse oscille vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Elle oscille toujours par rapport
à sa position d'équilibre. L'amplitude, c'est la distance maximale par rapport à la position d'équilibre. Donc, je porte votre attention, ce n'est pas d'un creux ici à un sommet. C'est la moitié, c'est seulement cette distance maximale par rapport à l'équilibre. L'amplitude A ou XM est toujours un chiffre positif, ce qui nous fait passer de positif à négatif à 0 à négatif, ainsi de suite. C'est l'argument du cosinus. La fréquence F en cycles par seconde ou la fréquence angulaire en radians par seconde, la fréquence angulaire donc en radians par seconde, c'est la fréquence à laquelle le système évolue. La période T, c'est le temps, la durée d'un cycle complet. Si on part d'un point O, le temps de ici, c'est un demi-cycle, le temps de revenir au cycle complet. Si on partait d'un point bas, ça serait le temps de revenir à ce même point-là. La constante de phase, c'est la position ou l'argument du cosinus au temps t égale 0. Les équations du mouvement importantes sont celles-ci. Celle pour la position, on l'a déjà donné, xm, l'amplitude, la fréquence angulaire, la constante de phase. Le temps varie. La vitesse, c'est la dérivée de la position en fonction du temps. On dérive ce qui dépend du temps, c'est le cosinus. La dérivée du cosinus, c'est moins le sinus. Et on dérive l'argument. Ce qui dépend du temps de l'argument, c'est W. Donc, la vitesse sera donnée par moins W xm sinus oméga t plus phi. Le moins Vm ici nous dit la vitesse maximale. La vitesse maximale va être atteinte lorsque le sinus est égal à plus 1 ou moins 1. À ce moment-là, la grandeur de la vitesse en mètres par seconde va être donnée ici, donc la vitesse maximale. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse en fonction du temps. La dérivée du sinus, c'est le cosinus, et on dérive de nouveau l'argument du sinus qui fait sortir une deuxième fois le W. Donc, l'accélération, ce sera moins W carré XM cosinus oméga t plus phi. Et là, il y a quelque chose d'important à remarquer. Bon, la première chose, dans l'équation ici, le WT, je vais souvent préférer le montrer de la façon suivante. La relation entre la fréquence angulaire, qui est des radians par seconde, et la fréquence, c'est que W est égal à 2πf. La fréquence, elle, est égale à 1 sur la période. On peut donc réécrire ceci de la manière suivante. 2π fois le temps t sur la période. Alors, regardez comment il faut comprendre ça. Le temps t, le temps du chronomètre, va nous dire à quelle fraction de la période totale, qui peut être 0,1 fois la période, ou 0,5, ou 12,6, va nous donner la fraction de la période totale à laquelle le mouvement est rendu. À chaque fois qu'on a fait une période complète, on a tourné par 2π radians sur le cercle trigonométrique. Alors, cette expression-ci nous dit comment, en fonction du temps, l'argument du cosinus est en train d'évoluer. Maintenant, regardez ici cette expression pour l'accélération et remarquez que le xm cosinus oméga t plus phi, c'était notre description de la position. Et ça va être la caractéristique essentielle du mouvement harmonique simple. Il est engendré par une force de rappel. Il y a une accélération qui est donnée, qu'on vient de calculer, est égale à moins W carré X. Plus la position X est éloignée de l'équilibre, plus l'accélération et par conséquent plus la force de rappel est grande, et en raison du signe moins, elle est toujours dans le sens opposé. Alors, imaginez une masse qui est en train de s'éloigner vers le haut de sa position d'équilibre. Il y a une force qui se développe dans le ressort, et cette force est d'autant plus grande que la masse est éloignée de sa position d'équilibre,
Et c'est une force de rappel. Elle tend à ramener la masse à son point d'équilibre. Lorsque la masse dépasse en sens inverse, la force est dans le sens contraire. C'est donc la caractéristique du MHS, c'est une force de rappel qui tend à ramener l'oscillation à son point d'équilibre. Juste un instant. Je viens seulement d'y penser. Mais voici un autre exemple très particulier de MHS. Je vais déformer ma réglette et regardez ce qui va arriver. Bon, c'est terminé un peu vite. Vous avez vu l'oscillation. Vous voyez cette oscillation. Pourquoi y a-t-il oscillation? Parce que la réglette veut revenir à sa position d'équilibre. Il y a une tension dans une direction, elle va la dépasser par inertie. La tension va la ramener, va la dépasser par inertie, et ainsi de suite. Alors, vous avez un autre cas de mouvement harmonique simple. C'est donc une force de rappel. Je vais revenir rapidement à l'animation qu'on a vue tout à l'heure, et on va regarder différents vecteurs être affichés sur le graphique. Alors, d'un premier temps, il y aura la position, comme on avait tout à l'heure, et il y aura également la vitesse. Alors, regardez ici la position, qui était le cosinus, mais la vitesse, c'était moins le sinus, moins W le sinus. Alors, on voit qu'il y a un décalage. Ici, on est à un maximum alors qu'on passe par, on est en train de décroître. Là. Vous voyez, bon, on va continuer l'animation, voilà. Il y a un décalage de 90 degrés entre le cosinus et le sinus. Je vais maintenant ajouter le vecteur vitesse. Et on regarde de nouveau. Le vecteur vitesse, il est vers le haut, vers le bas, à 0, vers le haut, à 0, vers le bas. Donc, lorsque la bille est dans les extrémités, sa vitesse passe temporairement par 0. On est au maximum, on a comprimé ou étiré le ressort au maximum. La vitesse est nulle, mais on va rajouter maintenant l'accélération. Vous allez voir le vecteur accélération. Il va toujours dans le sens inverse de la position. Alors, vous voyez, l'accélération est vers le bas, maintenant vers le haut, vers le bas, et ainsi de suite. Donc, l'accélération, la force de rappel, est toujours dans le sens inverse de la déformation. C'est l'idée qu'il y a derrière le mouvement harmonique simple. Pourquoi y a-t-il oscillation? Il y a oscillation dans un corps, et ça, c'est dans pratiquement tout, parce qu'il y a eu des formations et il y a des forces de rappel, qu'elles soient de nature électrique, comme c'est le cas la plupart du temps. Si on déforme un ressort, ben, d'une certaine manière, il faut se représenter que les plans d'atomes sont en train de s'éloigner et il y a des forces électriques qui se développent pour revenir à l'équilibre. Dans un système, par exemple, un pont, le plancher du pont, sous la force des véhicules qui passent, ben, il va y avoir des vibrations qui vont être induites. On va voir à la fin du chapitre 2 un événement catastrophique qui avait fait s'écrouler un pont. Donc, le fondement du MHS, force de rappel. Sa description, analogie avec les fonctions trigonométriques. À la prochaine capsule, on va commencer à faire des calculs sur ceci.